Hector Malot, Sans famille, chapitre 8. Par monts et par vaux. Nous avions parcouru une partie du midi de la France. L'Auvergne, le Velay, le Vivarais, le Quercy, le Rouergue, les Cévennes, le Languedoc. Notre façon de voyager était des plus simples. Nous allions droit devant nous au hasard, et quand nous trouvions un village qui de loin ne nous paraissait pas trop misérable, nous nous préparions pour faire une entrée triomphale. Je faisais la toilette des chiens, coiffant Dol, s'habillant Zerbino, mettant un emplâtre sur l'œil de Capi pour qu'il pût jouer le rôle du vieux grognard. Enfin, je forçais Jolicoeur à endosser son habit de général. Mais c'était là la partie la plus difficile de ma tâche, car le singe, qui savait très bien que cette toilette était le prélude d'un travail, pour lui, se défendait tant qu'il pouvait et inventait les tours les plus drôles pour m'empêcher de l'habiller. Alors j'appelai Capi à mon aide et par sa vigilance, par son instinct et sa finesse, il arrivait presque toujours à dénouer les malices du singe. La troupe en grande tenue, Vitalis prenait son fifre et, nous mettant en bel ordre, nous défilions par le village. Si le nombre des curieux que nous entraînions derrière nous était suffisant, nous donnions une représentation. Si au contraire il était trop faible pour espérer faire une recette, nous continuions notre marche dans les villes. Dans les villes seulement, nous restions plusieurs jours. Puisque le hasard, me disait Vitalis, te fait parcourir la France à un âge où les enfants sont généralement à l'école ou au collège, ouvre les yeux, regarde et apprends. Si tu as des questions à me faire, adresse-les moi, sans peur. Peut-être ne pourrais-je pas toujours te répondre, car je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais peut-être aussi me sera-t-il possible de satisfaire parfois ta curiosité. Je n'ai pas toujours été le directeur d'une troupe d'animaux savants, et j'ai appris autre chose que ce qui m'est en ce moment utile pour présenter Capi et M. Jolicoeur devant l'honorable société. Quoi donc? Nous causerons de cela plus tard. Pour le moment, sache seulement qu'un montreur de chiens peut avoir occupé une certaine position dans le monde. Quelle avait pu être cette position dont mon maître parlait assez souvent avec une retenue qu'il s'imposait? Cette question excitait ma curiosité et faisait travailler mon esprit. Jusque-là, nous n'avions jamais fait un long séjour dans les villes qui s'étaient trouvées sur notre passage, car les nécessités de notre spectacle nous obligeaient à changer chaque jour le lieu de nos représentations afin d'avoir un public nouveau. Mais Bordeaux était une grande ville où le public se renouvelle facilement et en changeant de quartier, nous pouvions donner jusqu'à 3 ou 4 représentations par jour sans qu'on nous criât, comme cela nous était arrivé à Cahors. C'est donc toujours la même chose. De Bordeaux, nous devions aller à Pau. Notre itinéraire nous fit traverser ce grand désert qui, des portes de Bordeaux, s'étend jusqu'aux Pyrénées et qu'on appelle les Landes. Bien que je ne fusse plus tout à fait jeune, le jeune souriceau dont parle la fable, et qui trouve dans tout ce qu'il voit un sujet d'étonnement, d'admiration ou d'épouvante, je tombai dès le commencement de ce voyage dans une erreur qui fit bien rire mon maître et me valut ses railleries jusqu'à notre arrivée à Pau. Nous avions quitté Bordeaux depuis 7 ou 8 jours, et nous avions pris la route de Mont-de-Marsan, qui s'enfonce à travers les terres. Bientôt les maisons devinrent plus rares, plus misérables. Puis nous nous trouvâmes au milieu d'une immense plaine qui s'étendait devant nous, à perte de vue avec de légères ondulations. Pas de culture, pas de bois, la terre grise au loin, et tout auprès de nous, le long de la route, des bruyères desséchées et des genêts rabougris. Nous voici dans les Landes, dit Vitalis. Nous avons 20 ou 25 lieues à faire au milieu de ce désert. Mets ton courage dans tes jambes. C'était non seulement dans les jambes qu'il fallait les mettre, mais dans la tête et le cœur, car à marcher sur cette route qui semblait ne devoir jamais finir, on se sentait envahi par une insurmontable tristesse. Nous marchions, et lorsque nous regardions machinalement autour de nous, c'était à croire que nous avions piétiné sur place sans avancer, car le spectacle était toujours le même, toujours des bruyères, toujours des genêts, toujours des mousses,
puis des fougères, dont les feuilles souples et mobiles ondulaient sous la pression du vent, se creusant, se redressant, se mouvant comme des vagues. À de longs intervalles seulement, nous traversions des bois de petites étendues. Mais ces bois n'égayaient pas le paysage comme cela se produit ordinairement. Ils étaient plantés de pins dont les branches étaient coupées jusqu'à la cime. Le long de leur tronc, on avait fait des entailles profondes et par ces cicatrices rouges s'écoulait leur résine en larmes blanches cristallisées. Vitalis m'avait dit que nous arriverions le soir à un village où nous pouvions coucher. Mais le soir approchait et nous n'avions rien qui nous signalât le voisinage de ce village. J'étais fatiguée de la route parcourue depuis le matin et encore plus abattue par une sorte de lassitude générale. Mon maître lui-même, malgré son habitude des longues marches, voulut s'arrêter et se reposer un moment sur le bord de la route. Au lieu de m'asseoir près de lui, je voulus gravir un petit monticule planté de genêts qui se trouvait à une courte distance du chemin pour voir si de là je n'apercevais pas quelque lumière dans la plaine. J'appelai Capi pour qu'il vînt avec moi, mais Capi lui aussi était fatigué et il avait fait la sourde oreille, ce qui était sa tactique habituelle avec moi lorsqu'il ne lui plaisait pas de m'obéir. « As-tu peur » demanda Vitalis. Ce mot me décida à ne pas insister, et je partis seule pour mon exploration. Je voulais d'autant moins m'exposer aux plaisanteries de mon maître que je ne me sentais pas la moindre frayeur. Cependant la nuit était venue, sans lune, mais avec des étoiles. Tout en marchant et en jetant les yeux à droite et à gauche, je remarquai que ce crépuscule vaporeux donnait aux choses des formes étranges. De loin, ces buissons, ces genêts, ces arbres ressemblaient à des êtres vivants appartenant à un monde fantastique. Cependant, je ne tardai pas à atteindre le sommet de ce petit tertre, mais j'eus beau ouvrir les yeux, je n'aperçus pas la moindre lumière. Mes regards se perdaient dans l'obscurité. Rien que des formes indécises, des ombres étranges, des genêts qui semblaient tendre leurs branches vers moi comme de longs bras flexibles, des buissons qui dansaient. À ce moment, regardant autour de moi avec angoisse, j'aperçus au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des genêts, et j'entendis comme un bruissement de branches qu'on frôlait. J'essayais de me dire que ce que je prenais pour une ombre était sans doute un arbre, mais ce bruit, quel était-il? Il ne faisait pas un souffle de vent. Les branches, si légères qu'elles soient, ne se meuvent pas seules. Il faut que la brise les agite, ou bien que quelqu'un les remue. Quelqu'un? Mais non, ce ne pouvait pas être un homme. Ce grand corps noir qui venait sur moi, un animal que je ne connaissais pas, plutôt un oiseau de nuit gigantesque, ou bien une immense araignée à quatre pattes, dont les membres grêles se découpaient au-dessus des buissons sur la pâleur du ciel. Ce qu'il y avait de certain, c'est que cette bête montée sur des jambes d'une longueur démesurée s'avançait de mon côté par des bonds précipités. Assurément, elle m'avait vu et c'était sur moi qu'elle accourait. Cette pensée me fit retrouver mes jambes et, tournant sur moi-même, je me précipitai dans la descente pour rejoindre Vitalis. Mais si vite que j'allasse, la bête allait encore plus vite que moi. Je n'avais plus besoin de me retourner, je la sentais sur mon dos. Je fis un dernier effort et vins tomber aux pieds de mon maître, tandis que les trois chiens, qui s'étaient brusquement levés, aboyaient à pleine voix. Je ne pus dire que 2 mots que je répétais machinalement. La bête, la bête. Au milieu des vociférations des chiens, j'entendis tout à coup un grand éclat de rire. En même temps, mon maître, me posant la main sur l'épaule, m'obligea à me retourner. « La bête, c'est toujours toi, disait-il en riant. Regarde donc un peu si tu l'oses. » L'apparition qui m'avait affolé s'était arrêtée. Elle se tenait immobile sur la route. Je m'enhardis et je fixai sur elle des yeux plus fermes. Était-ce une bête? Était-ce un homme? De l'homme, elle avait le corps, la tête et les bras. De la bête, une peau velue qui la recouvrait entièrement. Et 2 longues pattes maigres de 5 ou 6 pieds de haut sur lesquelles elle est restée posée. Je serais probablement resté longtemps indécis à tourner et retourner ma question si mon maître n'avait adressé la parole à mon apparition. « Pourriez-vous me dire si nous sommes éloignés d'un village ?» demanda-t-il. C'était donc un homme puisqu'on lui parlait, mais pour toute réponse, je n'entendis qu'un rire sec,
semblable au cri d'un oiseau. C'était donc un animal? Cependant, mon maître continua ses questions, ce qui me parut tout à fait déraisonnable, car chacun sait que si les animaux comprennent quelquefois ce que nous leur disons, ils ne peuvent pas nous répondre. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque cet animal dit qu'il n'y avait pas de maison aux environs, mais seulement une bergerie, où il nous proposa de nous conduire. Puisqu'il parlait, comment avait-il des pattes? Si j'avais osé, je me serais approché de lui pour voir comment étaient faites ses pattes. Mais bien qu'il ne parût pas méchant, je n'eus pas ce courage, et ayant ramassé mon sac, je suivis mon maître sans rien dire. « Vois-tu maintenant ce qui t'a fait si grand peur ?» me demanda-t-il en marchant. « Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a donc des géants dans ce pays-ci? » « Oui, quand ils sont montés sur des échasses. » Et il m'expliqua comment les Landais, pour traverser leurs terres sablonneuses ou marécageuses, et ne pas enfoncer dedans jusqu'aux hanches, se servaient de deux longs bâtons garnis d'un étrier auquel ils attachaient leurs pieds. Et voilà comment ils deviennent des géants avec des bottes de 7 lieues pour les enfants peureux.